C'est le deuxième entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump depuis le 20 janvier, l'investiture de Donald Trump. Quelle est l'importance et quelle était l'importance de ce deuxième échange? Bonsoir, premièrement, merci pour l'invitation. Et regardez, les entretiens entre les deux présidents, deux potentiels nucléaires sur le camp de bataille, directement et indirectement, ils doivent parler pour minimiser les effets de la guerre en Ukraine sur les deux pays. Le but du président Trump était toujours, il n'a pas mis des préconditions, il n'a pas dit ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait, c'est d'avoir un cessez-le-feu. En même temps, commencer les négociations pour une paix durante, durable entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, on peut dire au moins, ce n'était pas sans résultat l'entretien pour 2 heures presque, 90 minutes entre les deux présidents. Au moins, il y a eu un cessez-le-feu partiel, ce qui fait qu'ils ont avancé un petit peu, à pas de tortue, mais au moins ils ont avancé, ce qui fait que le président Trump il va essayer de nouveau de parler aux deux pays, soit le président Zelensky ou le président Poutine, pour leur dire qu'il faut avancer d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il comprend de plus les inquiétudes du président russe. Il connaît bien les inquiétudes du président Zelensky. C'est lui le maître des négociations qu'on appelle. Il a même écrit des livres sur ces sujets. Et lui, est-ce qu'il va inventer une manière de rapprocher les points de vue des deux pays, que les deux pays se sentent vraiment face un à l'autre et qu'ils se sentent à l'aise avec ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent. La meilleure manière de gagner une négociation, c'est que tout le monde gagne quelque chose ou bien tout le monde perd un petit peu. Ce qui fait que c'est le rôle des États-Unis. Peut-être ça ne lui plaît pas à l'Europe, la manière que M. Trump est en train de diriger cette conversation, mais malheureusement, les Européens, depuis 3 ans, ils n'ont rien fait pour arranger cette discussion entre l'Europe, Zelensky et Poutine. Alors, maintenant que le président Trump il est en train d'essayer de faire quelque chose, il s'oppose ou il essaye de faire quelque chose de plus, mais ce qui fait que ce n'est pas maintenant le moment. Monsieur Hack, vous avez évoqué les Européens. Le président français Emmanuel Macron continue de faire pression sur la Russie pour qu'elle accepte un cessez-le-feu inconditionnel. Mais qu'est-ce qui garantit que Kiev ne va pas profiter de cette situation pour se réarmer? Lorsqu'il y a un conflit entre deux parties, on ne demande pas un cessez-le-feu inconditionnel à une partie. Il faut le faire pour les deux parties. Ce qui fait que s'il n'y a pas un commitment de l'Ukraine qu'elle va cesser le feu, la Russie, il ne peut pas faire d'un seul coup ou d'un seul côté de cesser le feu. C'est pour cela le président américain a demandé cesser le feu de la part des deux parties. C'est ça qu'on commence avec les cessez-le-feu. Lorsqu'on demande à une partie de cesser le feu, ce qu'il fait, c'est-à-dire indirectement, on est en train de l'accuser qu'il est l'agresseur. Ce qui n'est pas le cas maintenant, peu importe si on accuse la Russie d'être l'agresseur dans ce cas, ou on accuse à l'Ukraine d'être l'agresseur dans un autre cas, l'important c'est de cesser le feu. Mais pour cesser le feu, il faut deux parties. Le cessez-le-feu ne se passe pas d'un seul côté. Très bien, merci à vous, Monsieur Joseph Hack. Je rappelle que vous êtes expert international et analyste politique. Vous étiez avec nous en direct depuis Miami. Merci à vous pour votre analyse. Pourquoi pensez-vous que les dirigeants européens, et notamment le président français Emmanuel Macron, ont parlé de la nécessité d'augmenter les ressources militaires alors que la possibilité d'une résolution pacifique du conflit en Ukraine se profile à l'horizon? Je crois que ce qu'il faut regarder, c'est que l'Europe, encore une fois, s'inscrit un petit peu à contre-courant du sens de l'histoire et représente véritablement un frein
au fait de pouvoir trouver une solution viable au conflit qui oppose aujourd'hui l'Ukraine face à la Russie. Et au moment où justement les choses permettent, eh bien, l'idée d'un cessez-le-feu et l'ouverture de négociations qui permettrait l'issue d'une solution définitive, c'est-à-dire un accord de sécurité globale, l'Europe marque encore une fois eh bien, une position qui est une position belliciste, avec une intention claire et affichée d'une poursuite du conflit qui vient simplement exprimer ce qui a été la position des États européens depuis le début, c'est-à-dire l'alimentation d'un conflit en Ukraine qui n'a pas vocation d'aider le peuple ukrainien, hein, contrairement à ce qui est dit, mais en réalité d'affaiblir durablement la Russie, et c'est un logiciel eh bien, duquel les dirigeants européens n'ont toujours pas fini, malheureusement, tout spécialement pour les Ukrainiens. Et pour quel motif une base aérienne a été choisie précisément à la frontière avec l'Allemagne? Cela pourrait-il signifier que Emmanuel Macron souhaite déployer des armes nucléaires un peu plus vers l'Europe de l'Est? Alors déjà, la base en question, c'est la base de Luxeuil, qui est quand même située à environ une centaine de kilomètres de la frontière allemande. Donc on n'est pas tout à fait à la frontière franco-allemande, si j'ose dire. Ça, c'est la première chose. De deux, c'est une base aérienne qui existe déjà, qui avait vocation en lien avec une ancienne base de l'OTAN qui était située un peu plus loin, mais pas très loin de Luxeuil, en fait, de préparer l'éventualité de frappes aériennes qui partiraient justement de l'Est de la France. En réalité, il n'y a rien de vraiment nouveau. Il s'agit plutôt d'une opération de communication de Macron, surtout lorsqu'on voit les délais qui sont présentés. On parle de 2035, donc Macron ne sera plus là depuis un moment. On parle de missiles hypersoniques nucléaires. Or, Macron est en train de s'avancer sur un missile qui n'existe pas encore, qui n'est absolument pas opérationnel et qui n'en est pour le moment qu'à des stades expérimentaux et qui sont loin de donner des résultats positifs par ailleurs. Ensuite, il est fait allusion à la dernière version du Rafale. On ne sait pas si c'est le projet d'avion français furtif qui est plutôt prévu pour 2040 voire 2050 ou bien la dernière version du Rafale F5. Donc on est véritablement dans la communication, car de toute façon, la puissance militaire nucléaire française, elle n'est absolument pas comparable avec la puissance militaire russe. On parle d'environ 300 têtes nucléaires contre 6000 têtes nucléaires côté russe, avec 10 à 20 000 têtes nucléaires de réserve. On n'est absolument pas dans la même catégorie, et Macron se situe plutôt dans une logique de communication. Monsieur Lemissi, vous avez dit opération de communication de la France concernant cette question nucléaire. Est-ce qu'on peut dire que Paris veut renforcer sa position au sein de l'Union européenne à travers cette question nucléaire ? On a l'impression que Macron est en train d'utiliser cette carte du nucléaire, en fait, pour exister médiatiquement, essayer de se faire le porte-voix, entre guillemets, des lobbies atlantistes, si j'ose dire, au moment où les États-Unis ont basculé, en fait, dans un nouveau logiciel géopolitique, plus axé sur une approche souverainiste. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, Macron veut occuper un espace vide et veut essayer de se présenter comme le nouveau grand leader de la famille, entre guillemets, atlantiste, occidentale, mais dans la réalité, ces propositions ne sont absolument pas prises au sérieux. Il faut se rappeler qu'il y a quelques semaines, Macron avait proposé d'exporter, entre guillemets, d'étendre le parapluie nucléaire français, qui est en réalité relativement limité par rapport à la puissance nucléaire russe ou le parapluie nucléaire dit américain. Et la réponse qui avait été celle notamment d'un pays comme la Pologne, c'était de dire que bien la Pologne ne souhaitait pas se ranger sous la protection de ce parapluie nucléaire français, mais cherchait plutôt à recevoir la présence de missiles nucléaires sur son sol et des missiles nucléaires américains. Alors, 413 morts dans les frappes israéliennes. Est-ce qu'on assiste à un retour de la guerre? Et que reste-t-il de l'accord de cessez-le-feu ratifié le 19 janvier dernier? Il ne reste carrément rien. Et vraiment, j'étais très pessimiste. Ma dernière intervention sur votre antenne, j'ai dit également que je suis très pessimiste. Je ne suis pas optimiste du tout parce que les combats, Netanyahou va reprendre les combats. Pour plusieurs raisons. À leur tête, c'est le sort de Netanyahou. Netanyahou se sent humilié dans cette guerre puisque dès le départ, il a annoncé qu'il a deux objectifs politiques.
premièrement, libérer les prisonniers israéliens par la force militaire. Mais il a subi un échec total. Deuxièmement, premièrement, parce que tous les otages ont été libérés à travers les négociations. Deuxièmement, désarmer toute résistance à Gaza, notamment le Hamas ou les brigades de Abu Ali Mustafa ou le djihad islamique. Donc, deux objectifs majeurs qui n'ont pas été réalisés. Ils se sont humiliés et en plus, c'est pour aussi son avenir politique. Il est menacé. Et contradictoirement et paradoxalement, dans l'histoire, dans toute guerre, nous savons souvent les militaires veulent la guerre et les politiques les freinent. En Israël, c'est le contraire. Israël, c'est le contraire. Les militaires ne veulent pas la guerre, et ne veulent pas la guerre jusqu'au boutiste, et sont les politiques à leur tête Netanyahou qui poussent vers cette guerre. Évidemment, il y a le feu vert américain. Sur le feu vert américain, notamment de Donald Trump, Netanyahou n'ose pas violer l'accord de cessez-le-feu, parce qu'il a violé l'accord. Et en plus, n'oublions pas, il a empêché de plus que 10 jours des centaines de camions d'aide humanitaire qui sont bloqués dans la frontière égyptienne, qui ne peuvent pas entrer à Gaza. Et côté israélien, pour les familles des otages, la reprise de la guerre, on vient de l'entendre dans le commentaire, c'est une condamnation à mort des otages. Quelle lecture vous faites à cette situation ? Absolument. Selon mes informations, les dernières informations, il y a un prisonnier qui a été tué par le bombardement israélien, 2 autres blessés, et tous les otages et prisonniers israéliens ont été tués par l'armée israélienne, par les bombardements de l'armée israélienne, les blessés aussi. Donc évidemment, c'est l'objectif politique, c'est l'objectif politique de Netanyahou, libérer les prisonniers par l'armée, par la force militaire. Il n'a pas réussi. Chaque fois il y a une libération, ce n'est pas la voie de la paix, la voie de la négociation politique. Mais évidemment, je comprends bien les familles des prisonniers israéliens, parce qu'aujourd'hui, Netanyahou met ces prisonniers dans une situation très grave. Et dans la foulée de ces frappes, le Kremlin a réagi. Il déplore les pertes civiles et la détérioration de la situation à Gaza. Quel rôle pourrait jouer aujourd'hui la Russie pour atténuer cette tension ? Je pense aujourd'hui la Russie peut jouer un rôle, puisque finalement il y a un courant qui passe entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Donc, je pense que la Russie est présente au Moyen-Orient, elle est présente en Syrie, qui n'est pas loin du tout de Gaza. Donc, la Russie peut jouer vraiment un rôle très positif afin de sauvegarder le droit international, parce que nous sommes face à une violation flagrante du droit international. Et souvent, le discours russe, c'est appliquer le droit international, respecter le droit international. Or, Netanyahou, ça se voit bien qu'il ne respecte pas le droit international. D'ailleurs, elle a été condamnée par la Cour internationale, par la Cour pénale internationale, pas la Cour de la justice. Merci à vous, M. Riyad Sidaoui. Je rappelle que vous êtes expert du monde arabe et directeur du CARAPS. Vous étiez avec nous en direct depuis Genève. Merci à vous. Nadache, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, cette manifestation est marquée par un contexte particulier, la reprise des hostilités dans la bande de Gaza. Absolument, nous sommes place de la République à Paris, où plusieurs milliers de personnes se sont réunies spontanément ce mardi soir après cette nuit d'horreur à Gaza. Ces bombardements israéliens commis sur la bande de Gaza et qui ont mis un terme à ce cessez-le-feu pourtant accepté des deux parties, autant du côté israélien que du côté du Hamas. Et ces bombardements israéliens, ils sont terribles, ils ont causé la mort de plus de 400 personnes, dont en majorité des enfants et des femmes, mais aussi un otage israélien qui a perdu la vie dans ces bombardements. Alors l'État israélien justifie ces bombardements par le fait que le Hamas n'ait pas rendu les otages israéliens à temps. C'est un scandale, c'est une honte ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, d'après la majorité de ces manifestants présents ici. On retrouve sans plus tarder l'organisatrice
de cette manifestation Olivia Zemmour, qui est la présidente d'Euro-Palestine. Olivia Zemmour, donc merci d'être en direct avec nous sur RT en français. Vous avez organisé cette manifestation presque spontanément. Pourquoi c'était important, après cette nuit d'horreur à Gaza, eh bien, de montrer que vous étiez toujours présente sur le terrain pour soutenir le peuple palestinien? Excusez-moi, ça me paraît assez évident, le fait qu'on croit qu'il y a un cessez-le-feu, même si on voit depuis 2 mois quasiment tous les jours Israël violer ce cessez-le-feu. Si vous voulez, la reprise de massacres devant nos yeux avec plus de 500 personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, c'est quelque chose qui est insupportable. Et quand on a une part de responsabilité au niveau de l'État français, donc on se sent encore plus obligé de réagir, parce que l'État français non seulement n'a pas condamné, mais a encouragé ce génocide en accordant l'immunité à... Excuse-moi, là tu es un petit peu près. En accordant l'immunité à Macron, à Netanyahou, en laissant plus de 3150 Français servir dans l'armée d'occupation, commettre des crimes, en continuant les relations économiques, et pire que ça, puisqu'on vient d'avoir la semaine dernière un salon de l'immobilier israélien avec la vente de biens situés dans les territoires palestiniens. Donc tous les jours, il y a des gages qui sont donnés à Israël. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, pourquoi on veut que ça s'arrête? Mais on ne va pas laisser mourir les gens et ne pas bouger. Je dirais que les Américains, face à Trump, sont en train de nous donner un exemple. Il a plus que menacé les étudiants américains qui ont soutenu la Palestine. Eh bien, il a voulu expulser Mahmoud Khalil, et dans le pays tout entier, dans toutes les villes, la jeunesse est descendue dans la rue. Donc c'est la moindre des choses que nous aussi, on en fasse autant. Et c'est pas seulement à Paris aujourd'hui, il y a des rassemblements pareils à Lyon, à Lille, dans toutes les villes de France en ce moment. Merci beaucoup Olivia Zemmour. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Euro-Palestine. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu, des propos de la présidente de l'association Euro-Palestine. Merci beaucoup. Eh bien, qui déplore la reprise, je cite, du génocide palestinien commis par Israël. Elle déplore aussi le fait que Israël ait mis un terme à cette trêve entre le Hamas et Israël. Elle appelle aussi la communauté internationale, et en particulier le gouvernement français, à mettre en place des sanctions pour arrêter cette furie israélienne qui se défend, je le rappelle, en expliquant que c'est pour libérer les derniers otages israéliens, alors que lors de ces bombardements, l'un d'entre eux a perdu la vie cette nuit.